Alors, aujourd'hui, nous allons entendre quelques communications pour ce qui concerne l'AIS et les réseaux financiers. Nous allons entendre donc quelques communications qui seront suivies par des témoignages de ceux qui sont devenus membres de l'AIS, comment ils sont devenus, quels sont les bénéfices qu'ils en ont tirés et comment ils évoluent. Et puis nous aurons aussi des témoignages pour ceux qui sont des opérateurs économiques, ceux qui ont une activité commerciale et comment ils évoluent vis-à-vis de l'appui que l'AIS leur donne. Mais j'aimerais mieux commencer par donner la parole au président qui va expliquer ce que c'est l'AIS, c'est-à-dire l'Association africaine pour l'initiative économique et la solidarité. Merci Guy Lambert. Je voudrais à mon tour remercier tous ceux qui ont abandonné leurs tâches habituelles pour venir nous écouter. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir à l'occasion de l'inauguration de notre permanence ici. Il est vrai que pendant plusieurs années, nous avons travaillé un peu comme qui dirait des gens sans domicile fixe. Mais à partir de ce jour, nous en avons un. Donc nous avons une permanence et elle aura lieu tous les mardis de 17h à 19h, en tenant compte bien sûr du temps pendant lequel les gens sont libres. Et on peut toujours nous appeler pour avoir un rendez-vous plus tôt ou plus tard que ces heures-là. Ceci étant, je voudrais répondre à la préoccupation qui a été exprimée par Guy Lambert, à savoir qui sommes-nous, d'où nous venons. En fait, tout a commencé en 2010. Nous étions plus ou moins 15 personnes. Nous nous sommes réunis sur l'avenue Clémenceau. Pourquoi? Pour deux objectifs. Le premier, faire ce qu'on appelle les états des lieux de la communauté africaine. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Deuxièmement, essayer, je ne dis pas trouver, mais essayer de trouver une solution globale à nos problèmes. Vous savez, quand j'étais à l'école secondaire, il y avait des professeurs qui étaient enfermés dans une maison et il n'y avait qu'une seule sortie. Et à la sortie, il y avait un petit tonneau qui gênait tout le monde. Mais tout le monde passait par-dessus le tonneau. Ils sautaient. Ils étaient conscients que le petit tonneau les gênait. Mais personne n'osait l'enlever, il était vide. C'est un peu ce qui se passe dans notre communauté. Nous sommes conscients de manière passive qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés. Mais on n'ose pas prendre des initiatives pour s'asseoir et essayer de trouver des solutions. Il s'est fait qu'en 2010, le 10 décembre précisément, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait briser la glace. Il fallait qu'on se retrouve et qu'on essaie de voir en face quels sont les problèmes et quelles solutions on peut proposer. Le tour de table fait à cette période a montré que les problèmes étaient très sérieux. De plus en plus, les magasins africains fermaient leurs portes. Et plus ils fermaient, plus les Indo-Pakistanais les remplaçaient. Au point où le quartier Matongé, je ne sais pas s'il pouvait encore mériter ce nom, parce qu'il devenait pratiquement le quartier pakistanais. Et un jour, j'ai trouvé deux Africains en train de s'en prendre aux Pakistanais en disant « Mais pourquoi vous ne vendez pas vos produits ?» J'ai attendu. Quand ils ont fini leur guerre, je les ai appelés, je dis « Mais ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à nous, Africains. Nous ne faisons pas notre devoir. C'est légal de vendre n'importe quel produit. » Ils ont dit « Vous avez raison. » Ils sont partis. Alors, au cours de cette réunion, on a fait évidemment les états des lieux et on a constaté qu'il y avait beaucoup de problèmes. La plupart des gens qui ouvraient des magasins, des salons de coiffure, n'étaient pas souvent financés. Il suffisait d'être dans une trotine, d'attraper 2000, 3000 euros et on ouvre un commerce. Nous sommes dans un pays où les choses se passent autrement. Il faut donc s'adapter. Autrement dit, il faut trouver des moyens de financement qui soient plus adéquats, plus adaptés. Or, il se fait que les banques
nous refusent généralement leur crédit, parce que la plupart d'entre nous ne remplissent pas leurs conditions. Il n'y a qu'une seule banque qui ne refuse pas les Africains, c'est la Banque nationale, lorsqu'elle a un fichier en tant que mauvais payeur quelque part d'une dette. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord éviter une solution de la facilité. Donc, tendre la main vide pour qu'on nous aide, pour qu'on nous apporte des subsides. On s'est dit, non, cette solution-là, elle serait la plus mauvaise qu'il faut trouver. On s'est dit, il faut trouver la solution dans nos poches, nous-mêmes. Et on a réfléchi au rôle que joue la banque à travers le monde, et en particulier dans ce pays. La banque, c'est un organisme financier qui reçoit les dépôts des gens, qui reçoit l'épargne des gens, et qui les utilise pour financer et l'État, et les entreprises, et les particuliers que nous sommes. Alors on s'est dit, mais pourquoi nous ne ferions pas la même chose, mais à un niveau plus limité? C'est-à-dire, essayer nous aussi de mobiliser l'épargne de la communauté africaine et l'affecter nous-mêmes à nos besoins et d'investissement et à nos besoins personnels. Sans pour autant faire la concurrence à la banque, mais nous faisons exactement le même cheminement pour arriver à trouver des solutions à nos problèmes. Et là, on s'est mis d'accord que c'est cela qu'il fallait faire. Mais aussitôt dit, aussitôt fait d'accord, mais on avait oublié qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait le passé qui nous rejoignait. Et ce passé, c'est évidemment de la mauvaise gouvernance que nous connaissons tous. C'est évidemment des aventures très nombreuses qui ont entamé notre confiance. C'est évidemment notre confiance qui n'existait plus. Donc il était difficile pour nous de construire ce projet sans d'abord reconstruire la confiance. Parce que confier son argent à des Africains, c'était un problème difficile. Il le demeure d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Mais on s'est dit, il faut y aller. Aucun obstacle ne doit nous empêcher de poursuivre notre effort. Le premier jour déjà, on avait un ancien ministre qui avait participé à nos travaux. Il dit, arrêtez cette histoire, ça ne marchera pas. Nous avons essayé, ça ne marchera pas. Et l'un d'entre nous, à qui je rends d'ailleurs hommage, il s'est mis debout, il a dit, messieurs, ça n'a pas marché ailleurs, mais ici, ça doit marcher. Et si tel est le cas, la porte est ouverte. N'amenez pas le pessimisme ici. C'est-à-dire qu'il faut avoir la foi dans ce que l'on fait. Il faut avoir la confiance en soi. Et cette confiance, c'est l'élément moteur, sans lequel on ne peut rien faire dans la vie. On a continué nos travaux, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la tâche n'est pas complètement accomplie, mais après 9 ans, on peut dire avec fierté que oui, effectivement, la confiance a été plus ou moins reconstruite, mais il reste encore à la consolider.